merci Laurence Cormandine, c'était une présentation très, très synthétique et parfaite. J'aurais oublié. Non, c'est non, pas bien. je laisse ça, pardon. Donc en fait, avec Smart Destination, on reste bien entendu dans les programmes européens, mais on va aller dans le concret. Donc on a vu comment l'Europe finance effectivement ces programmes. Alors Smart Destination, je vous rappelle, c'est un projet donc, qui associe 4 régions. 3 régions italiennes, la Toscane, la Ligurie et la Sardaigne, et puis notre région, donc région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Budget, donc 1,8 million d'euros, financé à hauteur de 80% donc, par l'Union européenne. Donc, Smart Destination, le but de cette présentation, c'est de faire remonter les besoins du terrain. C'est-à-dire que ça s'adresse à vous, professionnels du tourisme. Donc, qu'est-ce que peut vous apporter un projet, un programme comme Smart Destination ? Donc, on va vous le présenter et ensuite, bien entendu, vous aurez la parole et vous pourrez vous exprimer. Mais en fait, comme c'est un living lab, on le précise, donc vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure, en fait, sur votre smartphone ou sur votre tablette. Mais pour cela, il faut que vous connectiez, en fait, sur le Wi-Fi de l'hôtel. Alors, vous avez une petite fiche, en principe, donc, qui vous a été remise, où on vous donne donc le code Wi-Fi et également donc l'adresse sur laquelle vous pouvez vous connecter. Donc le code Wi-Fi, c'est Hôtel de Paris. Alors, on va tout de suite donner les codes, ça ira plus vite. Donc vous allez sur Wi-Fi Hôtel-2-Paris, nom d'utilisateur Forum Tourisme, et le mot de passe c'est Forum 2018. Donc je répète, Hôtel de Paris, pour vous connecter sur le Wi-Fi Hôtel de Paris, le nom d'utilisateur Forum Tourisme en tout attaché, et le mot de passe Forum 2018 en minuscule. Voilà, et ensuite donc l'adresse streamup.io, puis le code événement, donc Smart Destination, logique, puisque c'est le programme et le projet sur lequel donc on va débattre. L'intérêt, si je vous demande de faire ça, c'est qu'on va vous proposer des sondages pendant cette présentation, et le but c'est que vous puissiez bien entendu y répondre. Les questions, ça permet également à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ici aujourd'hui de participer, de poser des questions, et donc vous aurez également donc les réponses en direct. Alors avec nous pour cette présentation, nous avons sur le plateau donc 2 acteurs du projet. Donc on a un acteur italien donc, qui est Gianni Maso, qui représente la région Toscane, et Confesercenti Toscane, c'est-à-dire qu'en fait c'est la filière, donc les professionnels du tourisme de la région Toscane. Et ensuite donc nous avons Alain Château de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Donc vous êtes responsable du centre d'excellence de la direction d'économie, de l'innovation, de l'emploi et de l'international. Donc c'est très impressionnant comme titre. Mais surtout, c'est vous qui allez mettre un petit peu les mains dans le cambouis, si j'ai bien compris, pour effectivement donc créer des passerelles entre les différentes bases de données qui existent aujourd'hui de part et d'autre donc de la frontière entre la Ligurie, la Sardaigne, la Toscane, notre région. Il y a des bases de données qui existent un petit peu partout. Comment faire qu'elles se parlent et qu'elles se parlent donc avec le même langage. Voilà. Ensuite, nous aurons dans la deuxième partie de ce débat 2 professionnels du tourisme. Donc, il y aura donc Benjamin Rousseau, qui est le fondateur de Navili. Donc, c'est une start-up qui travaille dans le secteur de la plaisance. En fait, il a monté un guide communautaire côtier qui serait le TripAdvisor en fait des plaisanciers. Et nous aurons également Thierry Coulon, qui est donc un gérant qui gère 2 campings, qui est également le trésorier du syndicat d'hôtellerie de plein air du Var. Et eux auront la lourde tâche donc de nous expliquer ce qu'ils attendent concrètement en tant que professionnels du tourisme dans un projet comme Smart Destination. Voilà. Nous allons également, donc, parce que tout le monde n'a pas pu venir et ne sera pas présent sur cette table ronde, mais nous avons des messages vidéo que nous allons donc lancer au fur et à mesure de l'avancement donc des échanges. Et nous allons commencer donc par un premier message vidéo de Davide Di Crescenzo de Fondazione Sistema Toscane, qui est donc un des acteurs du projet Smart Destination.
et qui va vous donner un petit peu donc sa vision de Smart Destination. Voilà. Un caro saluto a tutti, saluto tutti i relatori della tavola rotonda, mi dispiace non essere con voi e vi porto i saluti di Fondazione Sistema Toscana. Fondazione Sistema Toscana appunto svolge all'interno di questo progetto Smart Destination un ruolo di sviluppo tecnico della piattaforma che dovrà integrare gli ecosistemi digitali di promozione turistica dei partner coinvolti. Smart Destination, lato appunto Fondazione Sistema Toscana, ha come obiettivo quello di costruire una grande integrazione tra le informazioni e i database delle destinazioni locali, partendo anche dall'esperienza tutta toscana di Visit Tuscany, cioè la gestione dei contenuti dell'informazione dell'ecosistema digitale della destinazione toscana. Quindi un grande ecosistema, una piattaforma capace di integrare i dati e le informazioni turistiche dei partner coinvolti, favorendo anche la valorizzazione di itinerari condivisi, ma d'altro canto anche offrire uno spazio di promo-commercializzazione per gli operatori turistici, ma anche uno strumento per le amministrazioni per studiare in tempo reale i flussi turistici e orientare al meglio le politiche di promozione territoriale. Quindi questo è il contributo di Fondazione Sistema Toscana, portare su una dimensione più ampia il valore, il know-how, le conoscenze e gli strumenti di Visit Tuscany e dare poi a tutti i partner un ambiente nuovo di promozione territoriale. Grazie e buon lavoro. Donc, la Toscane, c'est une destination touristique très connue, présente à l'international. Le secteur touristique est un secteur économique important en Toscane. Donc, il y a tout un travail qui a été fait déjà par la région de Toscane autour de l'agrégation, donc des données avec le portail qu'évoquait effectivement Gabriele Crescenz au Visit Tuscany. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut capitaliser sur cette expérience et la partager au niveau d'un projet comme Smart Destination? Intanto buonasera, grazie per l'opportunità di spiegare in questa sede le caratteristiche del nostro progetto e il contributo che come sistema delle imprese turistiche toscane possiamo portare. Avant tout, merci. Et puis, M. Lozoni est là pour expliquer donc qu'est-ce que c'est son expérience et la contribution qu'il peut apporter à l'industrie du tourisme à travers ce projet de Smart Destination. La Toscana è una regione molto significativa dal punto di vista turistico. Qui avete rappresentato in maniera molto sintetica i numeri che caratterizzano l'offerta turistica della Toscana. Sono numeri molto importanti, ci sono migliaia di alberghi, di stabilimenti balneari, agenzie turistiche, guide, eccetera. Gli stessi numeri, io penso, la stessa rilevanza la possiamo trovare in tutte le regioni che fanno parte del progetto. La Toscane est très significative pour ce qui concerne ce projet qu'on peut trouver donc, dans toutes les régions qui font partie de ces projets-là, les mêmes caractéristiques. Il y a beaucoup d'hôtels, donc les nombres que vous voyez là sont donc très significatifs de cette région, voilà, et de toutes celles qui participent et qui ont les mêmes caractéristiques un petit peu della Toscana. In tutte queste regioni la gran parte delle imprese sono micro e piccole imprese, quindi imprese che hanno
bisogno di lavorare insieme per poter competere efficacemente nel nuovo mercato turistico globale. Donc, il y a des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de collaborer, de se retrouver ensemble pour pouvoir améliorer, répondre à l'enjeu touristique. Et donc, ils ont besoin de ces projets pour leur compétitivité. Qui ho provato a sintetizzare alcuni dati, alcune cifre che connotano l'importanza che il turismo ha per l'economia italiana e regionale. In Toscana abbiamo adesso circa 100 milioni di presenze turistiche l'anno, un'incidenza del contributo diretto del turismo al PIL della regione che si aggira intorno al 12%, quindi sono valori economici assolutamente molto importanti che vanno valutati però con grande attenzione, perché ovviamente non vanno di pari passo con quello che è l'andamento economico generale del nostro paese ma anche europeo. Alors, les piles, donc, c'est de 12% et avec 100 millions de personnes, 100 millions de présences touristiques, donc avec des valeurs économiques qui sont très importantes pour l'Italie. Sì, questo era il concetto. Voilà. Non è importante, posso continuare tranquillamente. Avevo preparato un paio di slide che illustrano l'importanza e il valore dell'interscambio turistico fra Italia e Francia. Oui, il avait préparé effectivement, M. Mazzoni, deux slides qui démontrent vraiment l'importance touristique de l'échange entre la France et l'Italie. Voilà, elles sont là. Come potete vedere si tratta di cifre molto rilevanti, sono in Italia quasi 39 milioni di pernottamenti francesi per un contributo di quasi 4 miliardi di euro ogni anno, una spesa media giornaliera di 100 euro. In Toscana, in Liguria, in Sardegna, le altre regioni del progetto, le cifre sono quelle che vedete sottoesposte. Allo stesso modo è importante il contributo degli italiani verso la Francia. Sono anche più o meno i valori si equivalgono da un punto di vista di presenze, con una spesa media che è però leggermente più bassa. Cosa intendo dire? Questo interscambio c'è, sicuramente può essere aumentato, ma a mio giudizio non è la questione centrale su cui dobbiamo riflettere. L'échange entre l'Italie et la France peut évidemment être augmenté. Ici, on peut voir les chiffres, mais ce n'est pas la question primordiale. Les deux pays, en termes de chiffres, ils s'équivalent, mais la question principale, c'est une autre. Esatto. Ora, scusate tutti questi numeri, non vi annoierò con tutte queste cifre, vorrei semplicemente farvi vedere però che a livello dei principali paesi europei il turismo rappresenta una parte importante per ciascuno dei paesi europei indicati e come si può vedere
il paese che ha un impatto più rilevante di tutti quanti è la Germania, che apparentemente non sembrerebbe un paese marcatamente turistico. Voilà, tous ces chiffres ils sont là pour illustrer donc l'importance du tourisme. Cependant, il attire l'attention sur le fait que les chiffres de l'Allemagne ils sont supérieurs. Et c'est là, en dépit du fait qu'on peut imaginer que l'Allemagne ne soit pas un pays aussi attrayant. Et donc voilà, il voulait mettre l'attention sur ce fait-là. Nelle ultime righe Dans les dernières lignes, vedete la differenza degli investimenti nel settore turistico che sono stati effettuati nel 2017 e che presumibilmente saranno effettuati nei prossimi anni nei 5 paesi europei di cui abbiamo detto: Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. E si può vedere molto facilmente che l'Italia è all'ultimo posto, quindi abbiamo un gap importante da superare. Perché è importante il dato degli investimenti? On peut voir donc les derniers 5 pays, Italie, Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni, donc la différence des investissements et comment l'Italie ne figure pas donc dans ces investissements et qui sont les investissements de 2007 et qui seront probablement les mêmes de 2018, sensiblement les mêmes. Gli investimenti sono molto importanti perché senza investimenti non è possibile fare innovazione, senza innovazione non c'è crescita di produttività e senza produttività la nostra competitività è destinata a crollare. Donc les investissements ils sont très importants, c'est à la base de la compétitivité, de l'innovation et sans compétitivité, sans innovation, on est destiné à péricliter, à stagner. On ne peut pas faire sans les investissements. Donc voilà pourquoi c'est très important. Non dobbiamo concentrarci troppo sulla concorrenza fra noi, fra questi paesi, ma dobbiamo cercare di guardare al di là dei nostri confini e comprendere bene come le nostre destinazioni possono competere con il resto dell'offerta globale, dell'offerta turistica globale. Voilà, il ne faut pas se concentrer sur la compétitivité dans ces pays-là, dans l'Europe, mais se concentrer plutôt sur la compétitivité globale et voilà, une interaction plutôt qu'une compétitivité. Sarò rapidissimo, non ripeto, non mi voglio ammagliare con i numeri, ma qui potete vedere che cosa è accaduto nel 2017, che cosa accadrà presumibilmente fra 10 anni nelle 3 aree strategiche del mondo: l'Europa, l'America e l'Asia. Sul piano degli investimenti, l'Asia praticamente è in grado di investire il doppio di quello che sarà possibile fare in Europa e in America. In particolare in Cina i volumi di investimento saranno enormi e questo ovviamente testimonia una grande attenzione, un grande impegno di quel paese e di quell'area per lo sviluppo turistico, con conseguenze molto importanti per i flussi e per le scelte che caratterizzeranno le nostre economie turistiche. Comme vous pouvez voir ici, l'Asie a investi énormément et continuera d'investir et va déterminer donc un flux touristique vers ces pays. Ce qui est important à noter, c'est qu'effectivement,
vu les investissements qui sont faits dans les nouvelles destinations, l'Asie notamment, il y a un danger pour la vieille Europe peut-être, et que la vigilance s'impose et qu'il faut réagir, et que pour réagir il faut travailler ensemble. Esatto, esatto. Andiamo avanti, possiamo saltare. Ecco, brevissimamente, questo sono i risultati di uno studio di alcune indagini fatte negli Stati Uniti che hanno misurato che cosa accadrà al sistema delle imprese di servizio e turistiche nei prossimi anni, semplicemente applicando le innovazioni tecnologiche esistenti oggi. Il risultato di queste indagini ci dice che oltre il 60% delle professioni e delle attività che oggi vengono esercitate nelle nostre imprese potrà essere automatizzato, con una trasformazione enorme dell'organizzazione del lavoro anche in settori dove apparentemente non sembrerebbe possibile. Voilà, ici il y a une étude qui a été faite en Amérique et qui illustre bien qu'est-ce que pourrait donner d'ici quelques années un système informatique, non Innovazione tecnologica. Voilà, un système avec des innovations, voilà, non, pas seulement informatique, mais un système avec des innovations technologiques. Donc deuxième danger, donc premier danger concurrence, deuxième danger c'est l'automatisation, les nouvelles technologies qui vont changer le métier, et donc là aussi il faut anticiper et il faut pouvoir donc proposer de nouvelles solutions, ce que veut faire donc Smart Destination. Ovviamente il centro dell'innovazione è nella gestione delle informazioni e dei dati. E solo se riusciremo a dominare questo ambito saremo in grado di fare innovazione in maniera adeguata anche nel nostro mondo. La gestion donc des informations et des données est impérative parce que cela ça va déterminer donc le développement des nouvelles technologies et ces renseignements qui sont importants. Grazie. Quelques propositions peut-être? Sì, grazie a queste informazioni sarà possibile per esempio organizzare, proporre dei prodotti transfrontalieri. Abbiamo anche già qualche esempio disponibile oggi. Uno dei progetti transfrontalieri che è stato finanziato con la precedente campagna prevede la realizzazione di una pista ciclabile che percorrerà tutto il litorale del Pacà, della Liguria, della Toscana, della Sardegna e della Corsica. È chiaro che un prodotto di questo genere, al di là di riuscire a realizzarlo con la segnaletica, eccetera, avrà bisogno di servizi che prescindano dai confini nazionali e regionali. Grâce à ces collectes de données et d'informations, ils ont voulu par exemple mettre en place un circuit voilà, un circuit vélo avec les différentes partenaires, Pacà, Ligurie, Toscane et Sardaigne. Et donc c'est grâce à cela qui a été possible donc, de les réaliser. S'il vous plaît. Merci. Per organizzare al meglio i servizi necessari. Pour organiser au mieux tous les services nécessaires. Donc cette collecte de données est très importante. Pardon, Corse aussi. La Corse aussi. La cosa sì. Smart Destination offre una chance da questo punto di vista, e Alain illustrerà tra un po' come, per affrontare questo tipo di problemi. Questi dati saranno utili sia per le imprese, perché in questo modo riusciranno ad organizzare meglio la propria offerta, sia per le pubbliche amministrazioni che avranno informazioni per governare
questi fenomeni, sia per i turisti che potranno attraverso strumenti come questo riuscire ad accedere facilmente ad un'offerta così ricca et così vaste. Ces données sont très importantes et pour tous les acteurs donc, du tourisme, que ce soit les professionnels, que ce soit les touristes qui à travers son téléphone il pourra accéder à tous les offres et à travers les collectivités et publics des privés ou voilà. Et tout le monde donc, aura accès à ces données pour optimiser l'offre qui sarà le tourisme. Naturalmente tutti questi problemi non riusciremo a risolverli con il progetto Smart Destination, serve una politica che dia continuità a queste azioni e che consenta alle piccole imprese di lavorare insieme alla pubblica amministrazione e che aiuti le piccole imprese a rimanere vive e innovative, cioè capaci di sorprendere con sempre migliori e più qualificate proposte la propria clientela. Il faut évidemment des politiques. Tout cela, ce n'est pas suffisant évidemment. Il faut une politique qui soutienne donc cette volonté et qui vienne en aide aux petites entreprises qui évidemment pour les aider à se développer. Grazie. Merci. Avant de passer à l'intervention d'Alain Château, donc on va rentrer plus dans le cambouis, comme je disais tout à l'heure, donc, du projet Smart Destination. On va lancer la première question pour le sondage. Donc, première question, la clientèle italienne est-elle une cible prioritaire donc, pour les professionnels du tourisme ici, donc, de ce côté-ci de la frontière? Donc, vous avez quelques minutes donc, pour répondre à partir donc, de votre smartphone, de votre tablette. En attendant, on va regarder une deuxième vidéo, qui est une vidéo, donc un message de Rudy Stade, qui est l'adjoint au tourisme. Qui est l'adjoint au tourisme de la métropole Nice-Côte d'Azur et qui va donc compléter un petit peu dans ce que nous a dit Gianni, donc avec les enjeux donc, de ce côté-ci de la frontière en ce qui concerne le tourisme transfrontalier. La métropole Nice-Côte d'Azur a été classée 13e Smart City au monde, et donc la première Smart City française. Ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu près de 10 ans, et ça a été une volonté politique très forte, affirmée dès le départ par Christian Estrosi pour positionner notre métropole dans tous les domaines de pointe. Et il est tout à fait normal aujourd'hui que dans le cadre d'une politique très innovante en matière de tourisme, eh bien, nous soyons partie prenante dans ce projet de Smart Destination aux côtés de nos amis italiens. Et j'y vois deux grands avantages. Le premier d'abord, c'est pour le public, parce que nous travaillons évidemment pour nos concitoyens et nous travaillons en particulier pour les touristes, leur donner plus de facilité pour pouvoir justement organiser leur séjour. Avant, lorsque vous vouliez venir à Nice, sur la Côte d'Azur et en Italie, il fallait acheter des plans en Italie, en France, des guides et se perdre un peu dans les méandres de toute cette documentation. Désormais, grâce à ce système, il sera possible d'organiser directement, à partir de son smartphone, son itinéraire, à la fois côté français et côté italien, donc c'est évidemment un très grand avantage. Et puis pour les professionnels, cela va permettre de donner une grande visibilité à l'ensemble de nos professionnels et de pouvoir toucher des clients de part et d'autre de la frontière avec beaucoup de facilité, ce que permet aujourd'hui le système numérique. Donc nous sommes heureux de participer à cette aventure, de participer au colloque évidemment de Saint-Tropez, d'y être partie prenante, d'en être totalement acteur, de façon à pouvoir se projeter dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, le numérique doit guider l'ensemble de nos politiques, et celle de la promotion du tourisme est évidemment tout à fait prioritaire.
Voilà donc le message de Rélissel. Donc je vous donne le résultat du sondage en direct. Donc avant de passer la parole à Alain Château. Donc la clientèle touristique italienne est-elle une cible prioritaire? Donc oui à 89%. Donc effectivement ici donc les professionnels du tourisme comptent bien attirer la clientèle italienne. Donc Alain Château, donc on l'a vu, Rélissel a bien précisé qu'au niveau de la métropole du Côte d'Azur, donc ville intelligente, ça c'est important. Et vous avez déjà donc travaillé sur plusieurs domaines, effectivement, dans le domaine du tourisme innovant. Alors, avec Smart Destination, comment est-ce que vous avez concrètement proposé aux acteurs touristiques un nouvel outil qui va leur permettre peut-être effectivement d'attirer davantage de touristes italiens, comme on vient de le voir, et surtout peut-être d'autres touristes internationaux. En fait, notre implication dans ce projet Smart Destination, il est venu d'un constat que l'on a fait sur la métropole déjà Nice-Côte d'Azur elle-même, qui était en fait la difficulté d'accès à un certain nombre de services qui étaient offerts sur notre territoire, aussi bien par la collectivité publique que pour la majorité par des acteurs privés. Et on s'est rendu compte en fait que du fait du nombre de touristes très important qui venaient d'ailleurs, et parfois très loin dans le monde, finalement le nombre d'activités, de services qui leur étaient offerts, auxquels ils avaient accès, restait assez limité, et que grande partie finalement de la clientèle touristique, je dirais, gravitait toujours autour des mêmes services, avec bien sûr une concentration sur le bord de mer, sur le littoral, souvent je dirais une absence dans le moyen, le haut pays, en particulier pour des touristes qui viennent de relativement loin. Et d'autre part que la plupart des outils numériques qu'ils utilisent pour planifier, pour programmer leur déplacement, et ensuite qui les accompagnent, donc qui les assistent, je dirais, n'avaient été des outils soit internationaux ou qui étaient originaires, disons, de leur pays ou de leur région du monde, et qu'en fait ces outils n'avaient accès qu'à une petite partie, qu'à une petite fraction, effectivement, de l'offre de service. Alors moi ce que je voulais, c'était très rapidement, c'était juste vous faire un constat très rapide, parce que je pense que quand on travaille sur un sujet, qu'on le développe et que on le verra, notre position en tant que collectivité publique, c'est vraiment de jouer un rôle, je dirais, de médiation, d'intermédiaire. On n'a pas vocation à être, je dirais, à être l'acteur qui va centraliser l'offre de tourisme, etc., mais plutôt de faciliter finalement l'accès à cette offre et de la valoriser. Premier niveau, c'est dans les enjeux de ce tourisme. Bon, je vais l'appeler 2.0, peut-être qu'on aurait pu l'appeler 4.0. Première chose, c'est qu'il y a une fragmentation de l'offre touristique, qu'elle soit culturelle, marchande également, et que, en fait, même s'il existe des bases de données d'agrégation, on en connaît une telle Capilay, qui est utilisée dans un certain nombre de départements, communautés d'agglomération ou certaines villes, mais pas de manière homogène d'ailleurs sur la région sud, ou même sur des plateformes comme celle de l'Office du tourisme de Nice devenu métropolitain. En fait, il existe beaucoup de systèmes d'information touristique qui sont très dispersés, qui ont tous leurs standards d'accès, leur spécificité, plus toutes les plateformes ou tous les sites en fait des fournisseurs de services, des grands et surtout des petits, qui en fait ne sont pas forcément facilement accessibles, en tout cas de manière automatisée par des outils extérieurs. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un manque de visibilité de nombreuses petites structures, et c'est surtout, on le voit beaucoup, entre autres sur moyen, le haut pays, sur les régions rurales, il y a une très grande richesse, et en fait, il y a malgré tout une absence de facilité d'accès et de connaissance même de ces structures. Et c'est d'ailleurs ces constats-là que l'on a partagés avec les régions italiennes qui ont conduit à effectivement s'associer dans le cadre, avec l'opportunité justement des projets européens, de dire on va travailler ensemble parce qu'on a finalement les mêmes défis, les mêmes enjeux, on recherche les mêmes solutions, et donc on va travailler ensemble avec, et je reviendrai, les professionnels, parce que finalement le but, c'est vraiment de mettre en relation l'offre de service avec les clients, les usagers, les clients du tourisme, de dire on va construire quelque chose, on va essayer de construire quelque chose tous ensemble. On voit de plus, quand même, de manière extrêmement importante, je dirais, l'utilisation de tous ces outils de planification et d'accompagnement
donc d'assistance personnelle, ces assistants personnels de plus en plus, et ça correspond au fait qu'il y a une demande de plus en plus d'une offre qui soit personnalisée, l'offre touristique personnalisée, et qui soit individualisée, qui s'adapte au contexte de manière même dynamique en fonction des paramètres environnement, du temps, de la météo, enfin de tas de... Et ça, c'est un changement majeur. Donc il faut être capable aussi de répondre en temps réel à une demande qui va être parfois très évolutive et très dynamique. Alors l'ambition Smart Destination, en fait, ça c'est quand même la base du projet. Le problème, le premier, et vous verrez dans l'illustration qui suit, c'est d'offrir un accès, alors j'ai utilisé le terme standardisé, vous le comprendrez, à l'offre de services d'un territoire. Quand je dis l'offre de services, c'est tous les services, des plus petites structures aux plus grandes, que ce soit une offre de services publics ou une offre de services privés, marchands, culturels, etc. Le deuxième, c'est, comme ça m'a été vraiment présenté, c'est le support de la mobilité touristique. Les touristes se déplacent de plus en plus. Moi, je fais partie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il est clair que le déplacement des touristes ne s'arrête pas aux frontières électorales. Les touristes vont aller entre autres, beaucoup de touristes, bien sûr, viennent de Provence, mais de l'Est Var, vont se déplacer à Cannes, effectivement, Antibes, Nice, mais ensuite ils vont aller à Monaco, Menton, ils vont traverser la frontière, aller en Italie. Et le problème, en fait, que rencontrent beaucoup de touristes, c'est qu'à un moment donné, ils ont peut-être un outil qui leur offre une vision des services dans le territoire dans lequel ils se trouvent, et encore, mais dès qu'ils vont changer de territoire, dès qu'ils vont traverser la frontière, ben finalement il va falloir repasser sur d'autres bases de données, d'autres formats d'accès, et donc il y a vraiment un problème de continuité d'accès aux services. Et l'élément important qu'on a posé, et j'insiste, dès le départ sur ce projet Smart Destination, c'est que ce que je vais vous présenter doit être complètement compatible avec les systèmes d'information touristique, petits ou grands, existants, et avec les outils utilisateurs, comme les assistants personnels, qui existent. Donc le but, c'est pas d'être intrusif et de demander à modifier l'existant. La compatibilité avec ce qui existe est extrêmement importante. Donc, pardon, j'avais oublié de sectionner, qu'importe. Juste, cette illustration, en fait, elle est très simple. C'est juste pour montrer, en fait, le fait que lorsque vous êtes touriste, que vous allez vous déplacer, vous avez pu programmer, bien sûr, votre séjour, où vous alliez les sites de points d'intérêt que vous voulez visiter, les restaurants, les maisons, etc., les restaurants, les hôtels, ou toute autre activité. Le problème qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, quand vous vous déplacez, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir accès à l'ensemble des services possibles, peut-être certains d'ailleurs qui correspondent à votre profil que vous n'aviez pas identifié, qui sont accessibles là où vous êtes, à l'instant où vous êtes et dans le contexte où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur, c'est de pouvoir en fait avoir une sorte de périmètre de service qui change évidemment, qui va varier en fonction de votre déplacement. Et c'est ce qui va permettre ce que j'appelle continuité de service, c'est-à-dire à tout moment, vous aurez une visibilité sur tous les services qui font sens par rapport à votre profil, au contexte de votre séjour. Et ça, c'est la base aujourd'hui, si l'on veut essayer de construire une expérience de séjour pour un touriste complète et qui ne soit pas effectivement restreinte et qui lui offre aussi cette possibilité de découvrir en fait pendant son séjour. Alors, ce schéma-là, il me paraît un petit peu complexe, je vais essayer de le simplifier à l'extrême. Vous voyez, là de certainement de distance, vous voyez des grands rectangles. En fait, ce sont les systèmes d'information touristique. Bon, c'est des architectures très simplifiées, fonctionnelles, informatiques, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est que chaque système informatique touristique, on pourrait dire le système, la plateforme de l'Office du tourisme de Nice, on pourrait considérer la base de données, par exemple, la plateforme d'agrégation Apidae, ou tout autre système qui peut être dans le cloud, en fait, qui va traiter de la donnée, par exemple, qui va exécuter des algorithmes complexes, type d'intelligence artificielle, pour essayer d'identifier les services qui correspondent le mieux à votre profil, etc. Plus tous les outils, que ce soit l'ordinateur au travers d'Internet, ou que ce soit des applications mobiles. En fait, le but, c'est que tout cet ensemble de composants, en fait, de structures, puissent interagir entre elles, c'est-à-dire communiquer, et le but étant que, à partir du moment où vous avez des données ou des services qui sont connus sur une des plateformes, et encore, ces plateformes peuvent être, comme je l'ai dit, la plateforme d'un hôtel, ça peut être des structures très petites, et bien le but, c'est que les autres plateformes puissent avoir connaissance de ces services, et surtout que tous les outils qui vont permettre, en fait, de porter l'information auprès de l'usager,
ou de certains d'ailleurs acteurs professionnels qui gèrent aussi les activités touristiques, et bien que ces outils-là puissent à un moment donné avoir une vision globale de tout ce qui existe, et pour ça, ça veut dire qu'ils vont être capables, d'un point de vue informatique, de communiquer avec l'ensemble des plateformes et des bases de données. Et ça pose effectivement, et donc vous voyez, il y a une petite couche qui est un petit peu rosée, on passe dans les couleurs au-dessus de chaque système, ou à droite sur celui du haut. En fait, c'est cette couche d'adaptation, ce qu'on appelle Smart Destination, je vais vous montrer un petit peu dans le détail dans le dernier slide. C'est cette couche d'adaptation en fait qui va standardiser la communication entre des bases de données et ce qu'on appelle des interfaces programmatiques qui vont permettre d'accéder à une information de service, à interroger un service ou à recueillir des informations, des données. C'est cette en fait couche d'interface qui est portée sur chacun des systèmes, au-dessus, donc qui ne rentre pas dans le système, elle est vraiment au-dessus, et qui va créer en fait une sorte de protocole, je dirais, standard, homogène, qui va permettre à toutes ces structures-là, que ce soit les outils et les bases de données, de communiquer entre elles. Et c'est cette base-là, parce que c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est la question des formats, des standards, des modèles de données, qui sont très très hétérogènes. Donc ça, c'est la finalité. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'il s'agit de créer des passerelles en fait, entre tous ces systèmes existants de façon très simple? C'est exactement ça, oui. Je crois que le terme passerelle, on parle d'interopérabilité, mais c'est vrai que le terme passerelle est certainement le plus approprié. Et comme vous le voyez, ce système, toute cette partie additionnelle, c'est un ensemble, mais il est distribué. C'est pour ça que je faut vraiment peut-être lever peut-être une ambiguïté parfois dans la compréhension. Donc on peut en avoir au premier abord. C'est pas du tout le but de centraliser, d'agréger une fois de plus l'information. D'ailleurs, qui en serait responsable, qui le ferait, sur quel système. C'est vraiment de garder l'idée du cloud, de la distribution de l'internet, et de dire que en fait on crée en fait ces passerelles. Et pour créer des passerelles, il faut à un moment donné qu'il y ait, on va dire, un langage commun, en tout cas un dialogue commun. Donc dernière petite présentation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais juste pour vous donner une idée, la partie orange qui est au centre, c'est l'ajout, c'est l'ajout technique, je dirais, que l'on conçoit, que l'on va concevoir. Donc on a travaillé aujourd'hui sur la spécification, mais cette spécification ne fait de sens que si elle est partagée avec les professionnels, parce que on peut vouloir faire une passerelle, un dialogue, mais il faut que ça corresponde à un besoin et à des fonctionnalités qui fassent sens. D'où l'intérêt de travailler avec les professionnels, et on en parlera peut-être dans le cadre de ce qu'on appelle des Open Labs ou des Living Labs qui vont permettre d'échanger. La couche avec un certain nombre de composants, on va dire, logiciels, informatiques. En dessous, vous avez un système d'information qui peut être un site internet et autres, et en fait il y aura juste une petite couche qui est le carré rouge, qui va être simplement un connecteur qui va permettre d'adapter le dialogue, puisque chaque système a sa propre interface. Comme je l'ai dit, il y a un manque de standardisation, même si parfois vous avez des agrégateurs. Et au-dessus, vous avez l'environnement externe, quel qu'il soit. Et le but, effectivement, c'est que cette partie-là, qui n'est pas une intelligence complexe, mais qui va permettre effectivement de faire dialoguer en fait les bases de données, les informations, avec des outils d'application ou des algorithmes, que cette interface en fait puisse effectivement être dupliquée sur nos différents systèmes des différentes régions. Et c'est comme ça qu'on va effectivement tester en fait cette continuité d'accès aux services. Derrière, il y aura des partenaires qui seront, par exemple, des structures qui, alors, on va pas mentionner bien sûr, on pense que le monde a pris par exemple, mais on verra, il y a un certain nombre d'outils ou de plateformes qui ont pour but justement d'être l'outil d'intermédiaire, de médiation avec le touriste, qu'il soit maritime, qu'il soit en vélo, quel que soit son mode et sa situation. Et c'est ça en fait le but de la chose, c'est vraiment de jouer ce rôle d'intermédiation et de faciliter finalement l'accès à l'ensemble des services. Voilà, donc c'était le message est peut-être très rapide et peut-être un petit peu complexe, mais je voulais passer sur l'idée de Smart Destination. C'est vraiment de permettre en fait à un système, je vais revenir en arrière, voilà, à des systèmes qui sont très très distribués, d'avoir en fait une passerelle qui va leur permettre de travailler ensemble, de communiquer ensemble. On ne modifie pas les données, on ne modifie pas leurs propriétés, on n'est pas intrusif. Le but, c'est vraiment de créer cette possibilité de dialogue. Le tester franco-italien entre certaines régions, l'idée étant évidemment de le porter ensuite à une échelle plus grande européenne si évidemment on obtient bien les bons résultats. Et pour ça, évidemment, il va falloir déjà être
bien alignée, parce que c'est la base, sur l'expression du besoin des professionnels et l'état des lieux, c'est-à-dire dans leur offre de service, dans leurs données, comment est-ce qu'ils ouvrent l'accès à la donnée, comment ils la rendent visible, je dirais, de l'extérieur et visible des outils clients, comme on les appelle souvent, et comment est-ce qu'ils mettent à jour leurs données, parce que ce système-là doit effectivement tirer profit et s'adapter à l'existant. C'est vraiment le but. Et on verra que ça paraît très compliqué, mais que finalement, je pense que si on travaille ensemble, on verra que cette couche-là, elle est relativement simple, plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est très compliqué. Mais justement, j'ai une question là qui peut vous intéresser et qui intéressera surtout les personnes qui se posent des questions sur la complexité du système, de savoir s'il va falloir modifier les outils qu'ils ont et qu'ils utilisent aujourd'hui. C'est avez-vous pensé à intégrer l'ensemble des labels existants, des méthodes et des projets dans cet écosystème? Donc, cette intégration, je suppose, elle va de soi. C'est ça. Alors, elle va de soi, mais il est évident qu'on s'est rendu compte, et ça fait partie d'ailleurs c'est un projet de 3 ans, ce projet Smart Destination, donc qui est un projet Maritimo. On a effectivement une première tâche qui est importante, qui est même cruciale, c'est celle qui constitue justement à analyser, étudier, et on s'appuie en particulier sur la Chambre de commerce, en tout cas côté français, et ensuite sur d'autres structures côté italien, pour cet aspect-là, c'est l'existant, ce qui existe effectivement, les labels, les normes et autres, parce que le but c'est pas de recréer. Aujourd'hui, il y a toute une initiative qui a été lancée un an sur Data Tourisme par exemple, un travail pareil de standardisation. Il est évident que le but c'est de s'appuyer sur ces travaux-là. La seule chose c'est que souvent, il n'y a pas une vision complète du fonctionnement de l'ensemble. Il y a cette vision de dire, bah oui, on va faire des interfaces standards, oui, mais la question, c'est le fonctionnement. Donc le but, c'est d'aller, et c'est la finalité, dans des tests, des études pilotes, des use cases, on appelle ça, qui sera donc la deuxième et la troisième année du projet, avec des vraies applications, avec des applications opérationnelles, avec des services opérationnels, sur des scénarios qu'on va définir et qu'on voudrait définir justement avec les professionnels, sur des scénarios justement de mobilité et de déplacement et d'individualisation du service. Avant de poursuivre, on va lancer peut-être justement la deuxième question du sondage, qui est: seriez-vous prêt à ouvrir plus largement vos données? Donc, je vous laisse répondre tranquillement, puisque pendant donc, que vous réfléchissez à la question et vous répondez, on va regarder également donc, une troisième vidéo, puisque les enjeux du tourisme transfrontalier, c'est pas uniquement entre la France et l'Italie. Il y a d'autres, effectivement, régions transfrontalières qui se préoccupent déjà du problème et qui travaillent sur ces mêmes problématiques. Donc, on a un témoignage de Xavier Bernard-Sens, qui est directeur de l'Eurorégion, donc Pyrénées-Méditerranée, donc qui réunit les régions françaises et espagnoles. Région Pyrénées-Méditerranée a été créée dans la volonté de faire que le commerce, les échanges entre les entreprises des 3 territoires, l'Occitanie, les Baléares et la Catalogne, se développent tant au niveau touristique, l'innovation plus largement industrielle, mais aussi la recherche et enfin le développement durable qui sont les 4 piliers de l'Eurorégion. Un des exemples concrets, nous avons lancé un campus de l'innovation touristique avec la région Occitanie. Et lors de ce campus, nous avons identifié, sélectionné à travers un prix de l'innovation touristique des entreprises innovantes, tant dans les applications touristiques que la commercialisation de nouveaux produits. Ce n'est pas facile de travailler sur la question touristique, surtout quand nous sommes des régions comme les nôtres, et vous, de même, côté italien et PACA, nous sommes des régions touristiques concurrentielles. Une des premières, les premières destinations pour nos régions françaises touristiques, et le même pour les amis catalans et les Baléares. Donc, un point important, comment faire que l'on collabore dans la promotion touristique de nos territoires. Un exemple concret, un pays de patrimoine d'art et d'histoire, à la frontière donc catalano-française et catalano-espagnole, qui valorise le patrimoine immatériel d'une vallée qui s'appelle la vallée du Ter et du Tech. Et donc c'est produits communs, musées communs et publics communs qui visitent les 2 côtés de la frontière avec une entité, comme nous, créée en GECT, Groupement européen de coopération territoriale. Avant de vous donner le résultat du sondage, je vais redonner la parole donc à Gianni qui a un commentaire à faire justement à ce témoignage.
Sì, se ho capito bene, è vero, Italia, Francia e Spagna hanno una gran parte del loro pubblico turistico in comune, però tutti insieme devono competere con il resto del movimento turistico globale. Adesso, nei prossimi anni, ci aspettiamo un grande afflusso dall'Asia e dal Nord America. Se non ci presentiamo insieme ho l'impressione che ci faremo del male. Quindi entriamo in concorrenza quando avremo già convinto molti turisti a venire nel nostro continente. Da lì in poi inizia una concorrenza fra noi, ma fino a quel punto dovremo lavorare insieme. Quindi le scelte da fare sono su questo piano. Oui, alors pour préciser un petit peu la pensée de Gianni, c'est effectivement un point qu'on n'avait pas abordé jusqu'ici. C'est effectivement France, Espagne et Italie sont des destinations concurrentes. Donc est-ce qu'elles doivent rester concurrentes ou travailler ensemble? Donc bien entendu, Gianni dit au contraire, il faut qu'on travaille ensemble parce qu'aujourd'hui la donne change et qu'effectivement il y a beaucoup plus de concurrence sur la planète et que nous avons intérêt à regrouper nos forces et à jouer ensemble et à miser donc sur ces technologies pour qu'on puisse effectivement relever le défi. Alors, à la question qu'on vous a soumise tout à l'heure, donc seriez-vous prêt à ouvrir plus largement vos données? Donc les réponses sont assez nuancées. Donc je vous donne le résultat. 20% c'est oui, mais seulement pour les données froides, c'est-à-dire les infos pratiques, les coordonnées. 30% c'est pour également les données chaudes, c'est-à-dire on ajoute photos, vidéos, etc. Et 50% sont d'accord, mais à la condition effectivement qu'on puisse construire des offres thématiques. Voilà, ça vous donne une petite indication sur la direction qu'il faut prendre donc, dans vos travaux. Je vais demander donc maintenant à les deux autres intervenants de me rejoindre. Ce sont les professionnels du tourisme, donc Thierry Coulon et Benjamin Rousseau. Voilà. Alors, j'ai relevé tout à l'heure à le château que vous parliez donc de tests, c'est-à-dire que cette plateforme, ces passerelles, il va falloir les tester. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec Navili. Alors, Benjamin Rousseau, Navili, donc vous allez nous expliquer ce que c'est, donc TripAdvisor pour les plaisanciers. Alors, dites-nous ce que c'est que Navili, et si j'ai bien compris, c'est déjà par définition une plateforme transfrontalière. Exactement. Alors Navili est un service qu'on propose aux plaisanciers. On propose deux services principaux. Le premier, c'est du partage d'informations entre les plaisanciers sur les mouillages et les ports de plaisance, qui sont les deux destinations recherchées par les plaisanciers qui sont en balade en bateau. Et le deuxième service qu'on propose, c'est un service de réservation de places, donc de ports, dans les ports de plaisance. Et pour ça, on travaille avec les ports de plaisance, pour qui on a développé un outil de gestion des réservations. Et notre zone de développement est par définition internationale, puisque la plaisance est internationale et que les plaisanciers italiens viennent naviguer sur la Côte d'Azur, les Français vont aux Baléares. Et donc la problématique de la modernisation des outils de la navigation de plaisance passe obligatoirement, selon nous en tout cas, par une réflexion sans frontières, puisque les besoins du plaisancier italien, espagnol, français, américain, anglais sont globalement les mêmes. C'est les mêmes questions avant d'aller quelque part. Ce sont les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Et donc nous, on tâche d'apporter des réponses ciblées sur les besoins des plaisanciers. Alors, vous avez noué déjà des partenariats donc avec les ports, puisque les plaisanciers peuvent réserver directement donc à partir de votre site donc des places dans les ports. Vous avez déjà des ports italiens donc avec lesquels vous travaillez. Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec un peu moins de 350 ports dans 7 pays, mais les trois principaux pays avec lesquels on travaille, c'est évidemment la France, l'Italie et l'Espagne. Et en Italie, on travaille avec une centaine de ports de plaisance, 95, je sais plus exactement, mais une centaine de ports, ce qui représente peut-être un 20% déjà des ports de plaisance en Italie. Et évidemment, la région Ligure, la Sardaigne, la Toscane sont des destinations très recherchées par les plaisanciers. Et donc on offre un service, on tâche de faire un service
uniforme, quels que soient les territoires, les régions françaises ou canadiennes. Alors, l'intérêt de ce genre de plateforme, qui est une plateforme collaborative, c'est d'avoir des données en temps réel et des données fiables. Donc, comment vous garantissez ça? C'est plus le volume d'informations, à condition que les informations, bien évidemment, soient contrôlées, plus on a d'informations sur des destinations, plus on peut affiner les tendances, et sur un mouillage, savoir si un mouillage est bien protégé de certaines conditions, qu'est-ce qu'il y a à proximité du mouillage, quels sont les types de fonds, qui sont encore une fois les questions importantes pour le plaisancier, et sur les ports de plaisance, à travers une grille de notation qui est adaptée aux ports de plaisance, comme l'accueil, la qualité des équipements et services, l'attrait touristique de l'escale. Plus les notations des plaisanciers sont nombreuses, évidemment, les retours sont objectifs sur une destination. Alors, tout à l'heure, Alain Chateau, vous évoquiez la possibilité de tester, justement, de faire des premiers tests une fois que la plateforme sera suffisamment avancée. Est-ce que la plaisance, telle que c'est pratiqué ici, c'est présenté par Navili, peut être justement une piste de test pour vous? En fait, et moi je l'ai appris effectivement il y a quelques jours que vous soyez effectivement présent, et tout de suite ça m'a fait penser qu'on était dans typiquement le cas pilote correspondant, c'est-à-dire en fait des personnes, des touristes qui se déplacent de point en point, par exemple une forme de cabotage je dirais, qui ont bien sûr la problématique, j'allais dire logistique d'accès au port, de mouiller leur bateau, mais au-delà, et c'est toute l'idée de Smart Destination, c'est que quand ils arrivent, on va supposer qu'ils vont sortir de leur bateau, ils ont peut-être envie de découvrir, c'est le but, les alentours. Et le but, c'est qu'ils puissent effectivement avoir peut-être une application qui sera la même d'ailleurs, qui va les accompagner, et qui va, lorsqu'ils vont arriver dans chaque port, sera capable de leur donner en fait l'ensemble des services culturels, touristiques, qui seront effectivement disponibles, accessibles, peut-être s'ils se sont enregistrés, je ne sais pas, au niveau un peu de leur profil, s'ils sont en famille, s'ils sont simplement en couple, s'ils ont des enfants en bas âge, permettra en plus de cibler, je dirais, les services qui correspondent. Et l'idée étant évidemment que lorsqu'ils arrivent, peut-être, bon, est-ce qu'ils ont des vélos, pas des vélos, et aussi, c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une offre, et les services qui vont pouvoir être traités, on aura vraiment, tous les services seront visibles, et ensuite seront mis en avant des services qui sont accessibles s'ils restent uniquement la journée, pour faire un aller-retour dans la journée, aller peut-être en vélo jusqu'à un point d'intérêt, qu'ils n'auraient peut-être pas découvert de manière classique, en tout cas ils seraient restés vraiment sur le classique, on va dire vraiment de la proximité. Donc je pense qu'on est pile dans ce contexte d'une mobilité, avec cette notion de dire chaque étape du parcours en fait est un temps de découverte. Et que c'est une opportunité en fait pour tous les opérateurs de services de dire est-ce que je suis capable de les rendre visibles et de les porter à connaissance. Après, c'est aux outils, au touriste lui-même de faire son choix, bien évidemment. Alors, Benjamin, qu'est-ce que vous attendriez d'une plateforme comme Smart Destination, d'un projet comme Smart Destination? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment vous pouvez travailler donc, dans cet objectif? Je vous rejoins sur votre point de vue. On n'est pas les seuls à le penser, mais on pense de plus en plus que ce qui est stratégique pour tous les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, c'est la data, la connaissance en l'occurrence des clients, des touristes qui viennent sur des territoires, comprendre ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, Navili, typiquement, est fort justement sur la collecte de ces informations, puisqu'on a des informations personnelles sur qui sont ces personnes, sur quel bateau elles naviguent et dans quelle destination elles se rendent. Mais après, évidemment, Navili n'a pas vocation à avoir toute la connaissance des opportunités touristiques qu'il y a à partir du moment où le plaisancier est dans un port. Mais par contre, on peut être distributeur, bien évidemment, de ce type d'information, à condition que l'information soit disponible, facilement connectable avec d'autres systèmes, et l'ouverture des systèmes entre eux est évidemment pour nous une des clés pour faire circuler les informations et ensuite proposer les bonnes informations aux bonnes personnes, puisqu'on pense que proposer tout un tas d'informations à toutes les personnes n'a pas beaucoup de sens. Ce qui compte, c'est d'être assez ciblé et d'être capable d'aller proposer les bonnes offres aux bonnes personnes au bon moment pour derrière déclencher l'achat ou la visite ou les mouvements des personnes. Donc, ce qu'on attend de Smart Destination, c'est la capacité à pouvoir se connecter facilement à de l'information qui derrière va pouvoir nous permettre de proposer les bons services, les bonnes visites, les bons points à visiter aux plaisanciers qui vont arriver en escale dans les ports ou dans les week-ends.
Ce serait un bon résultat, ça, justement, d'arriver à proposer les bons services au bon moment, au bon endroit. Voilà, en sachant qu'effectivement, le fait de partir d'une offre de service le plus exhaustive possible d'un territoire, être capable de faire l'appaiement avec le visiteur, en fonction effectivement de son profil, un certain nombre d'éléments propres à son séjour. Effectivement, c'est pas Smart Destination qui va le faire, là c'est un outil d'intermédiation, une passerelle. Le but, ça serait effectivement, dans ce que j'imagine aujourd'hui, c'est des outils qui existent, c'est des outils qui vont eux travailler effectivement avec de l'algorithme un peu assez avancé et qui vont faire en fait ce matching. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut avoir effectivement, et c'est ce que permet le système, d'associer à une plateforme comme la vôtre, des outils peut-être d'algorithmie complexes qui vont jouer ce rôle de faire le lien entre une offre de service avec ses spécificités et un profil d'utilisateur avec ses spécificités et son contexte de séjour, et puis les fournisseurs eux-mêmes de services, qui sont finalement quand même la cible, je dirais, puisque c'est eux qui vont effectivement proposer finalement cette offre, qu'elle soit un produit, un service ou autre. Donc on voit qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a cette construction, le but de Smart Destination, c'est vraiment une infrastructure pour permettre de faire ce lien. Donc on est vraiment, je pense, pile sur on est vraiment dans l'exemple même de ce scénario que l'on pourrait justement prototyper. Donc une collaboration en perspective entre Smart Destination et la ville. Donc on va lancer la troisième question du sondage, puisqu'on a vu qu'effectivement les données, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a une question tout à l'heure sur l'ouverture des données. Là, c'est un peu plus précis, c'est sur les freins. En fait, quels sont les freins aujourd'hui qui seraient susceptibles d'entraver ce partage des données? Pourquoi ne seriez-vous pas prêt à ouvrir vos données à un public élargi? Donc, je vous laisse donc quelques minutes pour répondre. Et avant donc de passer la parole à Thierry Coulon, qui lui aussi va vous dire ce qu'il va faire de Smart Destination, on va avoir un dernier témoignage, donc le témoignage d'Alain Paulin, qui représente l'UNIPACA, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc le transfrontalier, c'est vraiment important, c'est vrai que c'est l'avenir en fin de compte, parce que les gens achèteront de plus en plus des destinations. Donc il est plus facile de vendre une destination regroupant plein de sites à visiter, plein d'endroits à voir, plein de choix d'hôtels et ainsi de suite. Et il est vrai que l'exemple, on le voit au niveau des régions, notre région essaie de lier les départements, c'est-à-dire de couper ses frontières de départements. Quand un site est beau quelque part, s'il mord un peu sur l'autre département, on essaie de faire de la promotion du site et pas département par département. Ben, les gens maintenant, on le sait, achètent par Internet. Donc en fin de compte, ils vont acheter des destinations où il y aura vraiment du choix, où ils pourront tout faire pour toute la famille. S'ils se déplacent en famille, il y en aura pour tout le monde. Et c'est là où il est important de pouvoir proposer, bien sûr, des grandes régions et puis des départements, et encore mieux, du transfrontalier, bien sûr. Avant, on proposait des destinations, mais le digital nous a fait comprendre que c'est le client qui choisissait ce qu'il voulait, sa destination, et c'est plus nous qui lui offrons quelque chose. En fin de compte, on doit s'adapter à sa demande. Et c'est par le digital, grâce au digital justement, que le client pourra avoir ce qu'il souhaite. On revient, je pense, sur effectivement ce que de l'échange précédent, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée, c'est qu'à un moment donné, le client avait c'est l'idée, c'est toujours en partie le cas, mais aller chercher l'information, etc. Là, la tendance, c'est effectivement d'amener l'information vers le client, c'est-à-dire la pousser en fait vers le client. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'outils d'assistants, moi j'appelle assistant personnel, on peut appeler ça une sorte de concierge de tourisme, mais qui vont effectivement, connaissant le client, d'où l'importance de la donnée personnelle, et c'est l'outil qui ne la possède pas nous, ni l'opérateur de service, vont effectivement être capables de monter en fait l'information vers le client, et en fonction de ses demandes, vont aussi lui être en force de proposition. Et il n'y a rien de nouveau, puisque c'est ce que utilisent aujourd'hui les sites de e-commerce depuis très longtemps, et je pense que tout le monde le constate. Donc on a effectivement des remontées d'informations, des suggestions que l'on n'avait pas demandées, mais qui sont effectivement pour un certain nombre cohérentes effectivement avec des achats ou des recherches précédentes. Donc c'est vraiment, je crois que c'est l'évolution, et c'est aussi ce qui peut permettre de faire découvrir des nouveaux services, des nouvelles possibilités
et ne pas rester, là, comme je disais toujours, dans le commun, c'est de faire que tous les touristes sont toujours au même endroit, ce qui pose des problèmes même pour nos villes. Et à Florence, on a vu effectivement les concentrations de touristes, on le voit à Nice, c'est important d'arriver à diversifier. L'offre touristique est très importante, Jenny l'a montré, et malheureusement, on a effectivement trop de concentration, et en fait, de plus en plus d'ailleurs de touristes recherchent des choses nouvelles, ils veulent être de l'authenticité, de la surprise. Et il faut pour ça, si on ne met pas les outils en place, si on ne met pas l'infrastructure en place, on aura une offre d'un côté, on aura une attente de l'autre, et il manquera cette sorte d'intermédiation qui est effectivement basée sur la technologie numérique. Alors, les résultats du sondage concernant les freins, alors ça c'est intéressant. Pourquoi vous ne seriez pas prêt à ouvrir aux données à un public élargi? Donc 40% c'est par manque de moyens humains, donc problème de ressources. 20% en raison de difficultés techniques. Alors 40% manque de moyens humains. 20% difficultés techniques, 0% frein économique, donc ça apparemment ce n'est pas un obstacle, et par contre 40% à cause de freins réglementaires. Et là peut-être on pense à la RGPD, et donc effectivement les protections de données, ça je pense que c'est une question que vous devez intégrer et que vous intégrez dans cette destination. Sur justement les freins réglementaires. Ce problème en tant que collectivité, actuellement on s'y confronte de manière très dure et dans tous les domaines, jusque dans l'offre de nos services publics pour les familles. On se retrouve aujourd'hui à se poser des questions sur des procédures qu'on avait jusqu'à maintenant utilisées, et maintenant on se pose la question de se dire mais est-ce que finalement on ne rentre pas en confrontation ou même en opposition avec cette réglementation générale de la protection des données individuelles. Et la question, en fait, je pense qu'il faut justement avoir une vision globale et de se dire à quel endroit va se faire le lien entre l'information personnelle et l'offre de service, c'est-à-dire ce qui va être... donc ce matching, cet appairement, je dirais, à quel endroit il se fait. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est toute la question de la protection de la donnée, c'est de faire que cet appairement se fasse dans l'outil, dans l'application, avec lequel l'utilisateur aura contractualisé, donc auquel il aura donné le droit d'avoir accès à ces données personnelles. Et que peut-être aujourd'hui, on cherche à faire à des niveaux intermédiaires cet appairement, et effectivement qui pose problème, parce que la structure intermédiaire, telle que la collectivité, sur un certain nombre de choses, n'a pas vocation à le faire et n'a pas, je dirais, autorité à le faire. Donc, il faut se poser la question de se dire finalement, ce qui est propre à nous, nos données personnelles, à quel moment finalement elles doivent être mises en confrontation avec une offre de service. Et c'est vrai pour le tourisme, et je vous dis, c'est vrai pour la mobilité, pour les cartes de cantine, c'est vrai pour tout ça. Et je pense que si on se repose la question de cette chaîne, on va s'apercevoir qu'en fait la solution est peut-être qu'on est peut-être moins bloqué qu'on ne l'imaginait aujourd'hui. Parce qu'on a aujourd'hui cette rencontre entre les données individuelles et l'offre de service se fait pas forcément au bon niveau. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'était moins posé la question. Alors Thierry Coulon, donc là aussi c'est faire remonter les besoins du terrain. Donc vous exploitez donc 2 campings dans la presqu'île de Gien. Voilà. Donc expliquez-nous un petit peu les activités qu'il y a autour de ces campings, et surtout comment vous utilisez les outils pour les promouvoir, et quels outils. Alors, j'ai 2 campings sur la presqu'île de Gien, je gère une école de planche à voile, une école de plongée et un spa. Donc, on essaie de créer des produits touristiques un peu plus conséquents et pourquoi je suis arrivé à prendre la main sur ces outils-là, c'est parce que j'avais une problématique de montage des produits. Donc, la maîtrise des produits ne pouvait pas se faire parce qu'il n'y a pas d'outils actuellement qui nous permettent de faire des interconnexions entre l'hébergeur et un producteur de services. Donc actuellement, il y a Apidae qui est en train d'être mis en place, où il y a des éléments qui permettent de remonter, donc ils vont permettre... Alors, Apidae, je précise, c'est une plateforme donc, de mutualisation des données touristiques. Voilà, des données touristiques. Donc ça, c'est un pas en avant, parce que du coup, la clientèle peut accéder à certains éléments qu'elle n'avait pas accès. Bon, il y a des visites rares qui étaient déjà pas mal. Et c'était fait quand même, c'est quand même bien fait, parce que c'est avec une géolocalisation, des éléments
Alors, bon, après, le problème, c'est de savoir que ça existe. Donc, problème de visibilité. Voilà, le problème de visibilité existe, et bien sûr, si on fait quelque chose au niveau de toutes les régions dont on a parlé, peut-être qu'on peut faire émerger le produit un peu plus structuré, et je pense qu'il peut avoir plusieurs niveaux ce produit. C'est justement permettre à tous les producteurs de services d'apparaître, d'accord ? Donc il faut que ce ne soit pas forcément une offre qualifiée comme on a vendu avec Epidae, parce que ça veut dire qu'il y a plein de petits éléments qui ne sont pas qualifiés, qui n'apparaissent pas, alors que ça peut être très intéressant au niveau de l'expérience client. On s'aperçoit que de plus en plus les clients ne cherchent pas forcément des choses organisées et super qualifiées, mais ils cherchent la surprise et l'originalité. Voilà. Donc il y a un problème de géolocalisation, et là tout à l'heure on en parlait, Google Maps c'est déjà quelque chose qui permet de faire ces éléments-là. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inspirer parce que la géolocalisation ça va être l'élément primordial à faire sortir. Les gens ils sont dans un endroit, ils ont besoin d'informations à ce moment-là. Après, ce qui est important, c'est la typologie de la personne. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va chercher? Est-ce qu'elle va chercher de la plongée? Est-ce qu'elle va chercher un magasin ou des éléments? Donc, à mon avis, il va falloir faire des niveaux de filtrage par typologie de personne, de manière à ce que chacun crée son profil, et son profil lui permet d'accéder à certaines données, et puis évacue les données qui ne sont pas importantes pour lui. Il y a un troisième aspect après, c'est que si on arrive à fédérer toutes ces bonnes volontés, toutes ces bases de données, il va y avoir une nécessité de faire connaître ces éléments-là. Et là, peut-être se pose la question de faire vraiment un réseau social du tourisme dans lequel on va pouvoir faire du push sur des destinations, des choses comme ça pour faire émerger une demande. Là, j'ai justement une question qui est en lien avec ce que vous venez de dire. C'est quelqu'un qui dit, voilà, comment moi, un professionnel du tourisme, présent sur le web avec un site internet, mais pas forcément très bien référencé, sur les réseaux sociaux, mais de façon plutôt artisanale, comment vais-je pouvoir acquérir davantage de visibilité grâce à Smart Destination? Alain Château, est-ce que vous avez une réponse? Alors, en fait, c'est même le sujet majeur, parce que finalement, ça a été le point de départ un peu dans notre réflexion au départ, même avant de faire notre rencontre avec nos partenaires italiens. Dans le dernier schéma, je pense que les présentations seront disponibles en ligne. Vous verrez, il y a un terme, on a appelé ça service discovery. En fait, dans l'interface, il y a cette nécessité, et c'est majeur parce que ça peut sembler simplement juste un bloc fonctionnel, c'est en fait que le système lui-même va avoir effectivement une sorte de catalogue, une sorte d'annuaire des services. Pas la description, c'est-à-dire en fait finalement le lien, l'entête vers le service et sa géolocalisation, mais pas ensuite tout le détail du service. Et ça c'est important parce que en fait le but c'est que chaque plateforme, quelle qu'elle soit, et ça peut être à ce moment-là la plateforme régionale de la collectivité, qui n'a pas possession du service, mais qui va en fait entretenir le catalogue, et à chaque fois qu'il y aura un service, justement du fait de l'interface, le service sera identifié dans ce catalogue, donc il deviendra visible. C'est-à-dire qu'on saura qu'il y a un service, donc avec un format standard de tel pour tel type d'offre, qui sera effectivement géolocalisé, et qui fera que les outils qui vont accompagner l'utilisateur verront ces services et auront le lien pour aller directement pointer vers le service qui, lui, est dans le cloud hébergé, quel que soit par celui qui offre le service. La Smart Destination n'héberge pas les services. Donc c'est cette notion d'avoir en fait une sorte d'index de l'ensemble des services d'un territoire qui soit mis à jour automatiquement et qui entretiennent et qui pointent en fait vers l'ensemble des services existants, ça c'est un élément majeur de Smart Destination. Alors c'est vrai que je n'ai pas trop détaillé, là on rentre vraiment dans le technique, mais ça fait partie de ces living labs qu'on voudrait organiser, enfin qu'on a prévu, avec des professionnels comme vous, pour justement en discuter et expliquer techniquement, et donc de voir ce que vous avez aujourd'hui et ce qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il y aura également des professionnels qui développent des applicatifs, des assistants personnels de tourisme, pour bien faire ce lien
et avoir cette possibilité effectivement de référencer de manière automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le premier niveau, dès que le service est identifié, et il y aura une remise à jour, il y a des services qui vont disparaître et d'autres qui vont naître. Donc ça, ça fait vraiment partie de l'infrastructure. Tout à l'heure, j'ai parlé de réseaux sociaux, et c'était un peu ce que vous venez de dire. C'est qu'actuellement, on utilise des réseaux sociaux comme Facebook ou tout ça pour faire du push, pour essayer de se promouvoir sur certaines destinations. Donc on a des possibilités de géolocalisation et de faire du push sur certaines destinations et certaines personnes, certaines typologies de personnes, parce qu'on peut même sélectionner les typologies de personnes. Peut-être qu'on pourrait, dans un système de smart destination, se dire, ben voilà, le push il va se faire automatiquement, il ne coûtera plus rien aux producteurs locaux, et ce sera quand même quelque chose qui sera un plus pour tous les services. Je note aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, donc l'hébergement, ça suffit plus. C'est-à-dire qu'un touriste ou un visiteur qui se présente, il veut qu'on lui propose aussi des activités, un programme, des découvertes. Et là, vous avez pour un rôle aussi de suggestion et de montage de produits, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, la problématique, c'est comment créer des outils qui s'interconnectent, des systèmes de réservation en ligne, de manière à ce qu'on puisse faire des produits concrets, et pas des systèmes où, alors là, ça passe plus parce qu'on n'arrive plus à interconnecter les choses. Voilà. Donc concrètement, vous, Thierry Collomb, qu'est-ce que vous attendriez de Smart Destination? Quel est votre besoin et comment vous voyez donc un travail en commun? Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai besoin de permettre à ma clientèle, quand elle est en local, de lui faire avoir de l'information sur les choses qui se passent en local. Ça, c'est le montage de produits, et ça peut être quelque chose qui peut même se faire à distance, parce que bon, la personne ayant décidé de venir à l'endroit, elle veut savoir comment elle va organiser. Alors, ça peut être des choses qui sont des suggestions de circuits, des choses qui peuvent aider l'expérience client. Et la deuxième chose, ce serait de permettre d'attirer de la clientèle par des propositions par rapport aux produits. Il y a 2 ou 3 questions peut-être qui sont intéressantes à relever. Il y a une question donc, qui est: est-ce que le label tourisme et handicap pourra être mis en valeur dans ce projet, dans les projets de destination? Qu'est-ce qui... Je crois qu'Alain Château, c'est vous qui... Comment est-ce effectivement donc, ce genre de label peut être pris en compte? Il y a un élément, je crois qu'il est également dans un des transparents, on parle de modèle de données ou data modèle. En fait, pourquoi on a mentionné cet élément-là qui est assez informatique, c'est que, et on le retrouve d'ailleurs dans des modélisations comme pour Data Tourisme ou même dans Rapidae, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un descripteur de service. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'effectivement il y ait une information relative à une spécificité comme une partie handicap, de différents types d'ailleurs, parce qu'il y a différents types de handicap, et qui vont permettre effectivement de comprendre si un service est plus ou moins approprié ou n'est pas approprié, parce que c'est le cas par rapport à une spécificité de votre profil, je dirais. Donc, voilà, et ça, c'est quelque chose. Là encore, on revient justement sur cette question de dire si on n'est pas capable de standardiser un certain niveau de description des éléments qui caractérisent un service, eh bien, la mise en relation d'un service de manière pertinente avec un utilisateur ou un profil, non, voilà, ne pourra effectivement va difficilement être possible, et c'est là où on va effectivement avoir donc il y a un travail à faire effectivement dans le data model. Maintenant, c'est pas dans Smart Destination, c'est dans la manière justement de la discussion de décrire le descripteur, on va dire, du service, de mettre les bons éléments d'information pour pouvoir faire un premier niveau de présélection. Mais ça, ce sont des outils qui vont faire effectivement ce matching en fait.
Alors, on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes de Smart Destination, en tout cas pas ce soir, et je vais vous inviter à reprendre contact avec les personnes ici présentes pour ceux qui souhaitent effectivement poursuivre la discussion. Il y a même un salon au-dessus, au 4e étage, qui peut être mis à votre disposition. Et on va devoir enchaîner avec la table ronde suivante parce que on est très en retard. Mi dispiace veramente di dover concludere l'atelier di lavoro. Justement, pour la conclusion, c'était juste une petite question pour la conclusion, c'est quelle est la prochaine étape? Prochaine étape. Sì. Velocemente, prossima tappa. Presenteremo il progetto tecnologico che realizzerà questo sistema, quindi a brevissimo saremo in grado di presentare uno schema di progetto. Donc la prochaine étape, c'est la présentation d'un prototype, donc, et ensuite les tests. Ok. Merci à tous et bonne continuation. Merci à tous.